Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey, sa fondatrice, et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, je donne la parole à des professionnels des métiers du bien-être, réflexologues, sophrologues, profs de yoga et bien plus encore. Découvrez leur métier, leur parcours inspirant et leur mission, prendre soin de vous. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute, ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure 100% bénévole est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. Citation de Pablo Picasso. Et si mon invité du jour avait trouvé la réponse ? D'abord orienté vers le métier d'électricien, Étienne Carreno a rapidement écouté sa passion en suivant un cursus aux Beaux-Arts. Aujourd'hui âgé de 29 ans, il réalise des œuvres qui sont pour lui le résultat d'une longue introspection. Mais comment, à travers l'art, peut-on se révéler à soi-même ? L'art n'est-il pas également un chemin vers les autres et le monde ? Étienne nous embarque dans son univers et nous donne ses réponses. Bonjour Étienne, je suis ravie de te recevoir dans cet épisode d'Akiba Plat podcast. Est-ce que tu aurais quelques mots à rajouter à cette introduction ? Je pense que tu as pris le temps d'écrire cette intro. Ce sont tes mots, ta vision. Je pense que ça serait dommage d'en rajouter des miens par-dessus. Donc non, je la trouve très chouette, très bien. Et une belle citation. On va revenir sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenu un artiste ? Ah, ça c'est une bonne question, ça. En réalité, je crois que je me pose moi-même cette question. Ça a été, comme tu disais plus tôt, je suis issu d'un bac professionnel en électrotechnicien que j'ai réalisé à Castres, dans un lycée, quoi. Mais il a fallu se perdre pour me trouver par la suite, un peu par hasard. À force de dessiner dans des coins de cahiers au lieu d'écouter les cours, ce que je recommande pas vraiment, mais c'était ma façon à moi de m'évader un peu de ce quotidien un peu ennuyeux. Et il s'avère que par chance, dans la même ville où j'ai fait mes études, notamment du coup à Castres, il y avait une petite classe préparatoire, très petite, très modeste, mais formidable. L'une des meilleures années pour moi, et qui a été une grosse révélation, quoi. Ça a été l'année où je pense pouvoir dire que je me suis trouvé, quoi. Où j'ai trouvé... parce que jusque-là, je ne pensais même pas qu'en fait, on pouvait vivre de l'art, quoi. Ce qui peut paraître un peu naïf, quoi. Mais je m'étais jamais posé cette question-là, quoi. De genre, peut-on vivre en faisant de l'art ? Quel artiste t'a particulièrement inspiré ? Est-ce qu'il y a un artiste d'ailleurs qui t'a inspiré ou pas ? Ou plusieurs ? Après coup, oui, inspiré de... Disons que moi, je pense qu'il y a plusieurs profils de gens qui se lancent dans l'art et tout ça. J'ai connu des gens qui étaient très intéressés par l'art, qui passaient leur temps dans les musées. Je pense que je fais pas partie de ce profil-là. J'étais beaucoup dans une grande introspection depuis mon jeune âge, quoi. Je me suis toujours cherché, sans le savoir, mais je cherchais ma place. Et disons que j'ai pas forcément, je suis pas très bon élève là-dessus. Je vais pas avoir beaucoup d'expos, mais par contre, je fais énormément de recherches sur cette grande introspection, ce qui a mené un peu d'ailleurs le sujet de mes études, quoi, qui a porté sur la spiritualité et l'immatériel, des notions très floues comme le vide et le plein. Enfin, on en reparlera, je pense, plus tard, mais ouais, c'est... Donc pas vraiment d'artiste coup de cœur. Pas qui m'ont poussé à développer ce côté artistique, mais beaucoup m'ont inspiré au cours de mes études. Oui.
J'ai en tête les peintures de William Turner, qu'on surnommait le peintre de lumière, parce qu'il venait rajouter de la peinture fraîche jusqu'au dernier moment avant le vernissage, pour que ses couleurs paraissent plus lumineuses. J'aurais beaucoup aimé connaître cet homme. Et ensuite, des plus contemporains, Elie Pétel, avec ses installations qui remettent la question de Dieu, de l'existence de Dieu, de la religion et tout. J'aime beaucoup les œuvres qui ne se contentent pas forcément d'être belles. D'ailleurs, le beau n'est qu'une option. L'esthétique n'est pas un but. Des fois, on a besoin de faire des choses qui le sont, d'autres pas forcément. Il faut être juste. Et quand on parle, voilà, je trouverais que ça contradictoire qu'un sujet porté sur le moche, le disgracieux soit beau. Ça serait pas très juste. Donc, voilà. On parle beaucoup d'artistes depuis tout à l'heure. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire être artiste pour toi ? Est-ce que tu as une propre définition de l'artiste ? Ou comment toi tu te définirais comme J'ai du mal artiste. à me définir comme artiste. On me définit comme artiste parce que je pense que j'ai un mode de vie un peu différent que des gens qui peuvent m'entourer, quoi. Mais j'ai pas de définition toute prête. Mais là, comme ça, avec les mots qui me viennent, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas pour moi, c'est pas un statut. C'est une manière de vivre, une manière de voir les choses. Je pense que voilà, c'est une voie qu'on choisit, un mode de vie, une vie simple en général, hein. C'est vrai que très peu d'entre nous vivent de ce qu'ils font. C'est souvent à titre posthume. Mais ça, et encore, c'est pas la question, quoi. Je pense que juste être un artiste, pour moi, c'est suivre cette nécessité intérieure, pour citer Kandinsky, quoi. Mais ouais, juste suivre sa voie, développer, créer, penser, évoluer. Et toujours évoluer, quoi. Enfin, c'est une route sans fin. On est toujours en train de développer des choses. C'est ça, c'est penser, développer, créer, penser, et ainsi de suite. Voilà. Donc finalement, c'est plus la personne elle-même qui peut se définir comme étant artiste que l'extérieur qui définit une personne comme artiste pour toi. Et non, je pense au contraire. Ah. Le contraire. Le contraire, parce que j'ai du mal, et j'ai eu du mal personnellement à me définir en tant qu'artiste. Il a fallu à un moment donné, parce que par mes études, oui, je pense que il a fallu me définir à un moment donné comme ça, mais au final c'est qu'un mot, c'est que ce qui est important c'est notre quotidien. Mais les gens de l'extérieur ont plus facilement... En fait, je pense que les gens me le disent plus que moi je me le dis. On me dit, tiens, voilà, c'est l'artiste du village, c'est l'artiste. Mais moi, en soi, je me contente de me lever le matin, de dessiner quelques croquis, des choses, de m'enfermer dans mon garage avec de la musique et de créer, et ainsi de suite, tous les jours. Et puis, petit à petit, j'avance, je développe, j'essaye de me rapprocher de quelque chose qui n'est peut-être pas atteignable, mais j'avance. Et est-ce qu'il y a des clichés sur les artistes qui circulent ? Ouais, oh oui, j'imagine, oui. Oui, bon après on en entend toujours. Est-ce que c'est pas des personnes un peu rêveuses ? Oui, de manière jolie, c'est joliment dit. Oui, rêveuse, oui, après c'est toujours aux Beaux-Arts, les Beaux-Arts regroupent un peu, selon moi, des profils atypiques, des gens qui n'ont jamais trop su trouver leur place. On est tous différents et à la fois les Beaux-Arts sont merveilleux, quoi. C'est un endroit où beaucoup d'entre nous ont pu s'épanouir, même si c'était dur parfois parce que ça
c'est des confrontations dures, hein, lors ce qu'on appelle des bilans et tout ça. C'est des choses, des fois, on s'expose, tout simplement. Je crois que on ne fait pas que montrer notre boulot, un travail. C'est en général le travail. Enfin, pour moi, c'était le cas. Mon travail, c'était moi, et moi, c'était mon travail. Enfin, je veux dire, c'était. Donc, c'est pas toujours facile d'entendre les critiques, quoi. Mais oui, du coup, enfin, voilà. J'ai oublié la question. Est-ce qu'il y avait des clichés sur les artistes? Ah, bah, rêveurs, ouais, qui se perdent dans leurs idées, qui se perdent dans ce qu'ils disent eux-mêmes, mais voilà, c'est des clichés, oui. Parce que tu disais, les gens te disent, oui, tu es l'artiste du village, donc je me Ouais. demandais s'il y avait... Bah, ce côté des choses ce côté un peu à part, bizarre, peut-être parfois, ce truc qu'est-ce qu'il fait ce type-là en train de faire du bruit dans un garage. Ouais, c'est le côté, je pense, à côté. Les gens comprennent pas que parfois qu'on refuse des situations stables, qu'on ne cherche même pas cette stabilité, parce que ça nous intéresse pas. Parce que ce fameux 35 heures, ce temps plein, en fait, ne nous convient pas. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ma vie, moi, c'est mon travail, mais pas forcément mon travail boulot. C'est mon boulot, mon travail à moi, quoi. Mes tableaux, mes recherches, c'est ça ma vie. Le reste ne m'intéresse pas. Donc, c'est ce côté-là, je pense. Les gens c'est pas la première fois que j'entends ça, ce truc de ah bon, mais pourquoi non, c'est ce travail, à la chaîne là, ce truc de l'usine, ce truc de ou même faire quelque chose qui ne me plaît pas. Je n'ai jamais fait quelque chose qui ne me plaisait pas, quoi. Et ça sera toute ma vie. Je continuerai à m'épanouir dans ce que j'aime, même si ça implique une vie très simple. Et voilà, où il n'y a pas forcément d'abondance ou quoi, mais peu importe. Alors, quel est ton domaine d'art? Est-ce que tu peux nous définir un peu Mon domaine d'art. ton travail? Mon travail. Je sais pas si on dit domaine. Je sais qu'il y a, voilà, par exemple, la peinture, etc. Mais Ouais. vu que ce que tu fais est un peu différent, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche? Moi, j'ai toujours un peu touché à tout. J'avais 2 grands-pères qui m'ont initié au bois, au travail du bois, parce qu'ils étaient tous deux ébénistes. Donc je me souviens quand j'étais môme tenir les planches pendant que mon grand-père les sciait, quoi. J'ai toujours un peu baigné dans ça, ce qui m'a toujours rendu assez proche des techniciens aux Beaux-Arts ou même partout, quoi. Donc j'étais élève en art, mais j'étais très proche des techniciens où je respectais vachement leur savoir-faire. Et j'étais admiratif de ce côté un peu, la façon dont mes enseignants, mes professeurs, mes aînés arrivaient à intellectualiser certaines choses, parce que je trouvais qu'il y avait énormément de poésie. Donc j'ai toujours un peu jonglé entre poésie et technique. Mais du coup, ce qui m'a permis du coup d'ouvrir les champs des possibles. Du coup, j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai travaillé énormément la céramique parce que j'étais dans une école d'art spécialisée en céramique. Mais j'ai aussi travaillé le bois, j'ai aussi travaillé le fer. Et aujourd'hui, je travaille, voilà, je me suis retourné sur du bois. Et je lis un peu toute cette poésie que j'ai aimé amener dans mon boulot, aux Beaux-Arts, à cette technique que j'ai toujours pratiquée en dehors de mes études par pur plaisir, qui est le bois. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup ce que j'appelle des peintures de feu, que j'ai baptisé un peu comme ça, parce que je construis des tableaux, des grands formats ou petits formats en bois, avec du bois issu de récupération, notamment principalement des palettes. Donc j'ai des fonds colorés et ensuite je viens peindre au chalumeau pour brûler le bois. Et du coup je m'amuse un peu avec le clair-obscur, noir et blanc, en ayant du coup le noir, le bois brûlé, et le blanc, en fait avec des ponceuses, je viens gratter le bois pour obtenir mes blancs, ce qui me permet voilà, de jouer entre ombre et lumière. Et qu'est-ce que tu peins comme... Bon, même si c'est pas vraiment de la peinture, on l'a compris, Ouais. mais quels sont les sujets en fait de tes tableaux? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent?
C'est divers et varié. Je me cherche encore là-dessus, sur la forme. Le fond, je l'ai travaillé pendant des années. Ce que je mets derrière mes tableaux, je l'ai travaillé pendant toutes mes années aux Beaux-Arts, quoi. J'ai donc notamment cette peinture de feu que j'aime penser peinture immatérielle, que je nomme peinture immatérielle, puisque je ne peins pas, il n'est pas question de matière, il est question d'un élément, d'une force, voilà, de quelque chose d'un peu intangible, de très flou, et à la fois, enfin, c'est très fort, c'est très curieux, mais du coup, on ne peut pas parler de matière, on ne parle pas d'aplat, on ne parle pas de peinture au couteau, on ne parle pas de matière picturale, quoique on pourrait faire des liens avec le charbon et tout, mais bon, peu importe, pour moi, il n'y a pas ce lien direct, c'est ça qui m'intéressait, c'est que il y a une trace qui s'inscrit sur mon tableau, visuellement, voilà, il y a quelque chose d'intangible, quoi. Voilà. Et j'ai encore oublié la question. C'était est-ce qu'il y a des sujets qui Ah oui, reviennent sur tes pardon. tableaux? Eh bien, donc oui, donc la forme, je la cherche encore, mais je pense que euh, le vide et le plein, donc en fait tout ce qui va confronter un peu qui va nous confronter, me confronter à cette spiritualité, à ce côté un peu immatériel. Donc ça peut être des scènes de sagesse que personnelle, hein, de ma vision de la sagesse, donc des moines, ou tout simplement des fois juste une petite branche de cerisier, quelques fleurs qui est dans un coin d'un tableau où tout le reste est vide, qui n'est pas réellement vide puisque mes planches de récupération ont du vécu, elles ont des traces, elles ont des couleurs, elles ont des impacts, ça vit quoi, le tableau est déjà plein avant même que j'intervienne dessus. Donc parfois, et maintenant, j'aime intervenir de manière très discrète avec des choses très, très humbles, très modestes dans un coin, et c'est tout. C'est une référence à la culture traditionnelle chinoise, mais je pense également japonaise. Il y a des pierres qui nommaient pierres de rêve, qui étaient en fait des tranches de pierre, qui étaient souvent des agates, je crois, où en fait on pouvait deviner des paysages. Et en fait, ils appelaient ça des pierres de rêve parce qu'on pouvait contempler ces pierres et faire des sortes de randonnées mystiques, pour citer, euh, pour citer quelqu'un d'autre. J'ai oublié son nom, mais ça me reviendra. Je crois que c'est Mifu, mais je suis pas sûr, un philosophe chinois. Mais oui, voilà. Et d'où te vient un peu cette inspiration de la Chine et du Japon? Elle a commencé à m'influencer, on va dire, très jeune, comme beaucoup d'adolescents, on va dire, dans cette la culture du manga, la culture de... Ça a été ma première approche, on va dire. Mais peu à peu, ça a été aussi dans l'esthétique, cette philosophie de vie qui m'a passionné, cette culture traditionnelle, ce, ouais, toute cette culture très riche, hein, c'est très très riche. Notamment, là en ce moment, je suis en train de travailler, d'aborder un peu le Bushido, la voie du guerrier, tout ça, des notions anciennes et à la fois, je trouve très... Enfin, il y a quelque chose de très noble derrière tout ça, de très, très dur envers soi-même, une énorme discipline, ça me fascine, quoi. Et je le retrouve dans cette culture-là, quoi, dans ce côté-là. Et je suis également, j'ai eu la chance aussi de partir en 4e année, lors de mes études, de faire un partenariat avec la Chine, dans une université chinoise, à Qingdenzhen, dans le sud-est de la Chine. Et c'était en 2017, je crois. Et oui, donc ça a été aussi, on va dire, un grand déclic de se confronter à cette culture qui m'intéressait depuis bien des années, où j'ai pu voilà, me confronter à tout ça, quoi. Ça a été éprouvant, parce que c'était dur et à la fois très enrichissant, quoi. C'était une culture très riche, quoi. Et donc à mon retour, j'avais énormément de vécu, de choses, d'expériences que j'avais besoin d'exprimer, de sortir, quoi. Donc, ce qui m'a amené d'ailleurs à demander
une année supplémentaire pour préparer mon diplôme, ce que j'ai fait, où j'ai pu préparer des pièces assez conséquentes, on va dire, qui ont demandé du temps. D'après ton expérience, en tant qu'artiste, mais également en tant que chargé d'accueil culturel, donc en contact avec différents publics, quels sont les bénéfices de l'art pour un individu? Hmm. Euh, eh bien, c'est très, très vaste comme question, puisque ça peut être très personnel. Mm. Euh, il y a le bienfait que moi ça m'apporte, mais il y a aussi, enfin, les bienfaits peuvent être très variés, quoi, en fonction des gens. Mais de manière générale, j'observe quand même un lâcher-prise. C'est un lieu, c'est curieux d'ailleurs, parce que c'est un lieu, les galeries d'art sont des lieux qui sont malheureusement pas très fréquentés. Il y a cette barrière, comme une barrière culturelle où les gens ne se sentent pas en droit, je pense, de rentrer, alors que c'est ouvert à tous. Et c'est tout là mon travail de chargé d'accueil et de médiation que j'effectue au Pôle Art et Culture à Haussillon. C'est toute ma mission, en fait, comment dire, d'amener, de pousser les gens à franchir cette porte qui ne pensent pas la leur, alors qu'au contraire, enfin, c'est ouvert à tous. Mais du coup, mais de ce que je vois avec les publics avec lesquels je travaille, que ce soit des scolaires, des jeunes enfants ou un public adulte, quoi, c'est ce lâcher prise, cette permission qu'on s'offre de rêver un peu, et de sortir un peu de cette routine, de ce train-train, et ouais, nous permettre de rêver et de s'évader, quoi. Et est-ce qu'il y a une différence entre regarder de l'art, venir à une exposition et faire de l'art au niveau des bénéfices pour toi? Oui, c'est deux choses pour moi totalement différentes. Mais, euh, mais certains auront besoin de créer et d'autres auront besoin de faire, pour dire reciter tout à l'heure, faire ces randonnées mystiques un peu à travers des œuvres qui vont leur parler ou pas. De toute manière, ça secoue, quoi. Mm. Ça chamboule énormément de choses, qu'on crée ou qu'on observe, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, même si c'est pour moi différent, et que ça apporte peut-être des choses différentes. Au final, on est tous autour de quelque chose, et c'est ce quelque chose qui va déclencher quelque chose d'autre, et qui va amener une discussion, qui va amener des débats, pourquoi pas. En tout cas, ça va créer une réaction, quoi. Se réunir tout autour d'une œuvre ou de tout ça va créer forcément quelque chose, et c'est ça qui est intéressant. Et est-ce que pour toi, l'art, ça peut aussi servir à exprimer des émotions, des choses qu'on a en soi? J'imagine que oui, parce que tu en parlais un peu tout à l'heure, mais... Mais il y a ce fameux cliché, on parlait de cliché tout à l'heure, donc de l'artiste torturé. Mm. Euh, ils existent, je pense, j'en ai connu vite fait, voilà, des gens qui avaient ce besoin-là de créer dans des moments difficiles. Pour ma part, non, c'est dans des moments où je suis... enfin, on a chacun nos moments, chacun nos façons de faire, quoi. Donc oui, il y a plusieurs profils. Il y a plusieurs profils. De manière générale, je pense que les gens qui le pratiquent, on va dire en amateur, euh, l'expriment sans le savoir. Du moment qu'ils s'accordent ce temps-là, qu'ils sont conscients enfin, voilà, ils s'accordent ce temps-là pour eux, ils sont dans un autre, ils sont sur un autre champ, sur un autre plan de conscience, voilà, ils expriment, ils sont dans le moment présent, dans ce qu'ils font. Là, pour moi, c'est, voilà, là, j'observe une espèce de lâcher prise, quoi. Mais ensuite, il y a beaucoup de choses qui se font de l'ordre de l'inconscient. Ça, il faut en avoir conscience. Mm. Alors, on parlait de tes œuvres tout à l'heure. Quelles sont les plus belles choses ou les choses les plus folles que tu as entendues sur tes œuvres? Ah, c'est très tranché des fois. Mais la plus belle chose, probablement, c'est lors de... un moment que j'oublierai probablement jamais, mais lors de mon diplôme pour ma master que j'ai passé en 2019. J'ai toujours eu cette impression un peu de batailler, de me chercher, donc c'était très conflictuel, quoi. C'était très mouvementé. Pourtant, je regrette pas ces périodes-là,
Mais la plus belle chose qu'on m'ait dite, c'était lors de mon diplôme, lors de mon passage, ou même après mon passage, lors de la délibération. Le jury m'a dit une très belle chose, ils m'ont dit vous nous avez émus. Et ça, ça je veux dire, ça, j'étais sur le... Voilà, pour ne pas dire... je suis tombé des nues. Enfin, je veux dire, comment... C'est la plus belle récompense pour un artiste, en fait, d'émouvoir la personne qui va voir l'œuvre. Oui, probablement. Même si beaucoup d'entre nous te diraient qu'ils ne font pas ça pour ça, ce qui est le cas d'ailleurs. Hein, on fait... D'une certaine façon, l'artiste est égoïste. Et je pense que c'est une très bonne chose d'ailleurs qu'il soit, puisque il faut qu'il soit à sa propre écoute, à l'écoute de soi et qui développe sa propre pensée. Et je crois que Kandinsky, là, dans ce fameux livre du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, parlait de ça. Il parlait de cette nécessité intérieure et que l'artiste doit faire abstraction de son temps. Et de ça, moi, je comprends qu'en fait, il doit être guidé par sa propre volonté, sa propre nécessité intérieure. J'adore ce terme. D'ailleurs, c'était le titre de mon mémoire, voilà, de master. Je l'avais appelé d'une nécessité intérieure, qui suscitait pour moi, d'une appel à partir. Et en fait, j'avais pas besoin de marquer à partir, de le nommer à partir d'une nécessité intérieure, parce que le d'une suggérait que c'était à partir d'une nécessité intérieure que tout commençait. Et pour moi, tout est là, quoi. Donc, voilà. L'artiste est peut-être égoïste, mais tant mieux. Et c'est une bonne chose. Alors, si tu devais donner un exercice artistique pour se recentrer, qu'est-ce que ça serait ? Ouf. Alors, encore une fois, c'est très, très particulier parce que je pense que en fonction des gens que je peux recevoir lors des ateliers, j'aime leur proposer des choses, on va dire, plus personnelles en fonction de leur personnalité, de ce qu'ils ont envie de faire aussi. Certains seront des choses plus discrètes, à travers le dessin. D'autres vont être extrêmement expressifs et vont vouloir mettre de la peinture partout. Mais en général, la couleur réunit beaucoup de monde quand même. Donc, j'inviterai, je pense, pour répondre à ta question, je pense que j'inviterai ces personnes-là à lâcher prise et s'amuser avec la couleur. C'est-à-dire sur n'importe quel support ou parce qu'on n'a pas forcément de la peinture comme ça chez soi à disposition. Oui, c'est sûr, mais il faut la trouver. Il faut aller la chercher, c'est pas grave, c'est rien de... Mais oui, sur support, on va dire les gens en général pensent à la toile, mais ça peut être une planche, ça peut être un morceau de carton, ça peut être un mur, ça peut être un sol, ça peut être une table, ça peut être un meuble. Tous les supports, il y a d'énormément de supports qui existent. Libérez-vous de tout ça. Et puis, on espère que les enfants ne vont pas écouter cet épisode et ne vont pas commencer à peindre sur Si, écoutez, lâchez-vous. Ouais. Non, mais la couleur avant tout, c'est un moyen d'expression en fait pour toi. Le fait d'utiliser telle ou telle couleur, en fait, ça va... Oui, il y a des textes, oui, qui beaucoup ont travaillé sur ça, sur l'influence des couleurs. Alors moi, j'aime beaucoup le jaune. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelque chose de très lumineux. Ah ouais, le jaune est très lumineux, donc c'est... Enfin, moi, je l'assimile à ça, quoi. À la lumière, c'est le soleil, pour moi, c'est quelque chose qui irradie, quoi. Personnellement, c'est comme ça que je la vois. Après, d'autres personnes verront ça. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous indiquer où est-ce qu'on peut retrouver tes œuvres ? Parce que je pense que tout le monde a envie de voir ce que tu fais après avoir écouté cet épisode. Eh bien, pour l'instant, je suis sur les réseaux, Facebook et Instagram. Vous pouvez me trouver à Petit Nuage Gris, c'est mon petit nom. Mais aussi Etienne Carreno, c'est mon autre nom. Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram et Facebook pour l'instant, et ensuite je développe encore ce côté-là, ce côté communication.
Est-ce que tu fais des expositions aussi parfois? Ça m'arrive. En ce moment, je passe beaucoup de temps dans l'atelier, mais je manquerai pas de... Quand j'expose en général, je communique sur mes réseaux, voilà, pour inviter ceux qui le voudront à partager un moment. Merci Étienne Carreno pour cet épisode. Et avec plaisir. Et merci à toi de m'avoir invité pour cet épisode. Merci beaucoup. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.